Si l'histoire moderne nous a appris quelque chose, c'est à quel point l'opinion publique est facilement manipulable. Et même si nous considérons généralement cela avec inquiétude, j'ai souligné en 2005 dans mon livre « Façonner la démocratie » que cela ouvre également la porte à la possibilité d'utiliser des récits positifs pour imaginer des avenirs meilleurs plutôt que des avenirs plus effrayants. Bienvenue à tous. C'est à nouveau Pascal de Neutrality Studies. Et je suis ici une fois de plus avec Nicolae Petro, professeur à l'Université de Rhode Island et auteur de La tragédie de l'Ukraine. Ce que la tragédie grecque classique peut nous apprendre sur la résolution des conflits, qui sera publié ce mois-ci, en décembre 2022. Dans cette seconde partie de l'entretien, nous allons nous concentrer sur son nouveau livre et ses arguments. Nicolae, vous publiez cet ouvrage à un moment très crucial, alors que la guerre en Ukraine semble avoir atteint son paroxysme. Pouvez-vous tout d'abord nous parler de votre livre? De quoi s'agit-il? Donnez-nous en quelque sorte le résumé en quelques phrases. J'étudie les questions de conflit en Ukraine depuis plus de 10 ans et je n'ai pas réussi à trouver une clé satisfaisante pour expliquer les thèmes récurrents que j'ai pu observer dans l'histoire ukrainienne au fil des décennies. En les examinant, ils me sont apparus de plus en plus familiers, me rappelant un livre que j'avais lu il y a quelque temps et qui reste un classique, The Tragic View of Politics, de Richard Ned Lebeau. Dans son ouvrage, Lebeau analyse la tragédie grecque classique comme un mécanisme pour comprendre les relations internationales, les relations entre États. Je me suis dit que c'était très pertinent, mais qu'il me semblait que cela pouvait aussi s'appliquer aux relations à l'intérieur des États. C'est donc ce que j'ai entrepris de faire en ce qui concerne l'Ukraine. Il y a donc 6 chapitres. Le premier chapitre explore ce qu'est la tragédie et sa fonction thérapeutique pour les sociétés en guerre et en conflit social. Car la façon la plus simple, selon moi, de comprendre la guerre du Péloponnèse n'est pas comme une guerre entre différentes sociétés, mais plutôt comme une guerre entre les Grecs eux-mêmes, une affaire de famille, si l'on veut. L'une des choses que les tragédiens grecs classiques ont essayé de faire pour guérir leur société était de se rappeler l'humanité de l'autre camp, celui qu'on leur apprend à haïr pendant la guerre, mais envers lequel, lors du retour à la paix, ils doivent aussi réapprendre la compassion. C'était donc, de façon générale, l'objectif de la tragédie grecque classique. J'explore ensuite spécifiquement différents aspects du conflit actuel en Ukraine, en commençant par les aspirations historiques à l'indépendance de l'Ukraine, puis dans un second temps, les politiques intérieures menées en Ukraine depuis son indépendance, qui visaient à rompre sa relation très lucrative avec la Russie à pratiquement tous les niveaux. Enfin, j'aborde les derniers conflits survenus après 2014 dans le Donbass et en Crimée. Et à la fin, je pose la question suivante. Existe-t-il un mécanisme comparable à la tragédie dans le monde moderne qui pourrait également remplir une fonction thérapeutique? Je donne l'exemple de quelque chose que nous devrions peut-être envisager, car cela a connu un grand succès dans plus de 50 pays au cours des 45 dernières années. Les commissions Vérité et Réconciliation. Voilà ce que j'ai à offrir en termes d'analyse de la politique ukrainienne. J'espère vraiment que cette vision deviendra réalité, car pour l'instant, je pense que la seule chose sur laquelle nous pouvons nous accorder, c'est que la vérité a été sacrifiée. Il est vraiment, vraiment difficile d'obtenir des informations fiables sur ce qui se passe en Ukraine et autour. Et le niveau de propagande de tous les côtés
a atteint de nouveaux sommets, à mon avis. Mais votre livre comporte en fait 6 chapitres. Et dans la dernière partie, vous vous concentrez sur la Crimée, le Donbass, l'extrême droite, et enfin, ce que vous appelez une paix imparfaite. J'aimerais parler de ces sujets. Peut-être commençons-nous par l'extrême droite, car c'est l'un de ces sujets qui, surtout en Occident, est présenté comme un argument de propagande russe. Il n'y a pas de nazis en Ukraine, ce n'est que de la propagande. Mais dans votre livre, vous écrivez en réalité sur l'influence politique que l'extrême droite exerce depuis des décennies. Pouvez-vous expliquer cela un peu? Ou quels sont les points les plus importants à comprendre concernant la politique d'extrême droite en Ukraine? Bien sûr. Au cours de la dernière décennie, il y a eu au moins 60 articles dans les principaux journaux occidentaux anglophones sur la montée de l'extrême droite et des groupes néo-nazis. Plusieurs articles ont été publiés dans The Independent, Newsweek, The Guardian, Reuters, Associated Press, The Daily Beast, The Los Angeles Times, The Nation, pour n'en citer que quelques-uns. Dans la presse israélienne, de nombreux articles sont parus dans le Jerusalem Post, Haaretz et la revue The Tablet. La question de la montée de l'extrême droite a également été signalée par Human Rights Watch, Freedom House, l'Atlantic Council et le United States Holocaust Memorial Museum. Ces sources sont faciles à trouver et font partie des archives historiques. Mes recherches pour mon livre, ainsi que celles du célèbre universitaire ukrainien Volodymyr Ishchenko, actuellement à la Freie Universität de Berlin, de Richard Sakwa, de Gordon Hahn et d'autres, montrent que l'extrême droite joue un rôle disproportionné dans la politique ukrainienne pour 3 raisons. Premièrement, elle a fourni la force et l'organisation nécessaires à l'éviction du président Yanukovych lors du Maïdan en 2014. Deuxièmement, elle disposait de troupes prêtes au combat, prêtes à se battre dans le Donbass en 2014 et 2015, alors que l'armée ukrainienne ne le faisait pas initialement. Troisièmement, elle possédait une idéologie nationaliste toute faite, capable d'offrir au pays une nouvelle identité unificatrice en tant qu'antipode de la Russie. Et pour toutes ces raisons, un ensemble d'organisations qui étaient et continuent d'être, en dehors de 3 régions de l'ouest de l'Ukraine, une force politique marginale, joue un rôle idéologique et organisationnel bien plus important dans le gouvernement ukrainien actuel que ne le laisseraient supposer leurs effectifs, précisément parce qu'elles ne sont pas organisées simplement comme un parti politique, mais comme une fraternité politique dont l'objectif est de transformer l'orientation de la nation dans son ensemble, indépendamment du système politique. Elle ne s'intéresse pas tant au système politique qu'à avoir l'influence et la capacité de diriger et de s'assurer que l'orientation du pays reste fidèle à l'objectif d'une nation ukrainienne pure. Elle prospère dans le contexte de la guerre. La guerre les rend indispensables. Et ils sont très petits, mais ils représentent une menace importante pour le processus politique. Au début de l'un de vos chapitres, vous écrivez que chaque nouveau président ukrainien commence avec l'intention d'être le pacificateur avec la Russie et qu'il finit par devenir une nouvelle incarnation de Stepan Bandera parce qu'il est poussé vers la droite par ces petits groupes. Craignez-vous que même quelqu'un comme le président Zelensky soit en réalité menacé par eux? Je veux dire, M. Zelensky serait-il destitué s'il prenait une direction qui n'est pas dans l'intérêt de ces groupes nationalistes d'extrême droite? La citation que vous mentionnez provient en réalité de l'ancien ministre des Transports, Emilian, qui a déclaré qu'il est inévitable que chaque président ukrainien finisse par devenir un ennemi de la Russie. Je ne sais pas si l'extrême droite pourrait destituer politiquement le président,
Mais c'est une menace explicite qu'ils brandissent continuellement depuis 2014. Qu'ils en aient ou non la capacité, nous l'ignorons, mais cela fait partie de leur rhétorique et de la manière dont ils assurent la loyauté politique du régime. Savez-vous dans quelle mesure les États-Unis et l'OTAN sont conscients de cette dynamique et s'ils exercent une quelconque influence sur ce secteur d'extrême droite en Ukraine? Je suppose que le gouvernement des États-Unis, et en particulier le département de la Défense, ainsi que les institutions de l'OTAN, sont bien informés au sujet de ces organisations, car il serait impossible, selon moi, d'interagir avec les institutions politiques et militaires ukrainiennes sans entrer en contact avec elles. Et certainement, les conseillers militaires occidentaux que j'ai rencontrés, les conseillers militaires britanniques que j'ai eu l'occasion de rencontrer, étaient en contact avec ces organisations afin d'assurer l'efficacité de leur mission militaire. Elles font partie intégrante des forces armées ukrainiennes. Il n'y a donc rien d'inconnu, je pense, pour l'Occident, tant en ce qui concerne l'orientation que la fonction de l'extrême droite en Ukraine. Il est plausible de suggérer que ce sont des alliés de circonstances gênants pour les Européens de l'Ouest, mais un mal nécessaire, pour ainsi dire, et qu'ils s'attendent à ce que, à mesure que l'Ukraine devienne plus indépendante, elle devienne également d'une certaine manière plus pluraliste et ouverte d'esprit, et que, par conséquent, le rôle de l'extrême droite soit réduit dans la politique ukrainienne. Mais cela, l'extrême droite en est consciente, et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que cela n'arrive pas. Et l'une des choses qui, à mon avis, n'est pas très bien comprise en Occident, c'est qu'en ce moment, l'animosité de l'extrême droite est dirigée contre la Russie. Mais sur le plan idéologique, en termes de pluralisme politique, en termes d'acceptation sociale des valeurs libérales largement soutenues en Occident, l'extrême droite est tout autant une ennemie de la pensée libérale occidentale, y compris en ce qui concerne des droits spécifiques pour les minorités sexuelles et autres minorités. C'est quelque chose auquel l'extrême droite s'oppose farouchement. Vous savez, j'aimerais pouvoir dire que je n'ai jamais entendu parler d'une situation où les puissances occidentales arment des groupes minoritaires très violents dans un pays qui finissent ensuite par se retourner contre elles et faire exploser leur tour du World Trade Center. J'aimerais que cela ne se soit jamais produit. Je ne comprends pas pourquoi nous continuons à faire cela. Cela me frustre au plus haut point. Mais laissez-moi peut-être passer à ma prochaine question, car dans le chapitre 5, vous parlez de la Crimée et du Donbass, et vous posez cette question. N'y a-t-il pas d'échappatoire à la tragédie? Quel est votre argument à ce sujet, et comment répondez-vous à votre propre question à ce moment-là? Il n'existe pas d'échappatoire permanent à la tragédie, soutenaient les Grecs, car elle fait partie de notre nature humaine. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas mieux gérer nos relations. Et une partie de la gestion de la relation est de l'échapper au cycle tragique actuel et de l'allongement de la distance entre les cycles tragiques consiste à reconnaître ce qu'est un cycle tragique. Permettez-moi de dire quelques mots à ce sujet, car la réponse à votre question réside essentiellement dans la façon dont je décris la tragédie, la manière dont elle se déroule et comment on peut y échapper. Chaque tragédie, je le souligne, est auto-infligée. Sa résolution réside donc dans la reconnaissance de la façon dont nous y avons contribué à notre propre tragédie, et donc dans le choix de nous extraire du cycle de vengeance dont nous faisons partie.
Et cela se fait en 3 étapes. La première est le mot grec anagnorisis, qui signifie reconnaissance. Word anagnorisis, which means recognition. Recognizing that Reconnaître la tragédie signifie sensibiliser le public au fait que le rétablissement de l'harmonie sociale exige les efforts de toute la communauté, et non qu'un segment l'emporte sur un autre ou en élimine une partie. La véritable harmonie implique d'aller à la rencontre de ceux contre qui l'on se bat. Et pour cela, il faut franchir une seconde étape, celle de la catharsis, c'est-à-dire purifier l'âme de la haine, afin que l'affrontement, motivé par notre haine, cède la place à un véritable dialogue. Et c'est là l'étape ultime, le dialogue, qui vise à susciter à la fois la compassion et le pardon. Le véritable objectif du dialogue est la transformation de soi, qui permet d'établir une nouvelle relation avec l'ancien ennemi. Classiquement, cela conduit donc à l'harmonie sociale. classical and therefore leads to social harmony. Classical Greek tragedy, therefore, is quintessentially La tragédie grecque classique est donc essentiellement une série de dialogues dans lesquels nous sommes encouragés à exposer nos propres failles tragiques, nos propres haines à nous-mêmes. Ce n'est que lorsque les participants comprennent à quel point leurs propres actions ont attisé la haine des autres qu'ils peuvent choisir une voie différente. Ainsi, l'anagnorisis, la catharsis et le dialogue mènent finalement à ce que les Grecs appelaient la véritable justice. La véritable justice est enracinée dans la compassion, contrairement à la fausse justice, que nous confondons souvent avec la véritable justice, qui est fondée sur la vengeance. Ce qu'il faut donc éviter, c'est la vengeance. Ce à quoi il faut aspirer, c'est l'harmonie sociale, qui repose sur ces objectifs. Reconnaître ce que l'on a soi-même fait, l'auto-examen, puis le dialogue pour construire une nouvelle relation. and then a dialogue building a new relationship. So that this flows into the topic in the book. Donc cela nous amène au sujet du livre sur la vérité et la réconciliation, n'est-ce pas? Je pense que tout cela converge vers la réconciliation. J'ai eu cette conversation avec Anatole Lieven et Dmitri Trenin hier, et tous deux étaient très très tristes, d'une tristesse incomparable face à ce qui se passe. Et ils ont tous les deux dit que les blessures infligées aujourd'hui allaient durer des décennies, et que cela deviendrait presque inaccessible. Vous semblez porter un autre message, en disant que non, la vérité et la réconciliation sont possibles si les 3 étapes sont suivies. Pensez-vous, non seulement en termes abstraits, mais aussi de façon réaliste, en regardant l'histoire russo-ukrainienne, qu'il existe un certain pragmatisme permettant d'aller de l'avant et d'éviter de tomber dans le piège de la vengeance. Not to fall into the trap of vengeance. If modern history has Si l'histoire moderne nous a appris quelque chose, c'est à quel point l'opinion publique peut être facilement manipulée. Et même si nous avons tendance à le déplorer, j'ai souligné en 2005 dans mon livre « Façonner la démocratie » que cela ouvre également la porte à la possibilité d'utiliser des récits positifs pour imaginer des avenirs meilleurs plutôt que des avenirs plus effrayants. imagine better futures. Il est tout à fait vrai que la politique que nous adoptons à une époque donnée repose sur une image du passé, celle que nous choisissons d'accepter. Si nous regardons le passé en mettant l'accent sur nos haines envers les autres, cela se répercutera bien sûr dans nos politiques actuelles. Mais si nous regardons le passé en nous concentrant sur les éléments porteurs d'espoir et de réconciliation de notre histoire, alors cela aussi sera mis en avant. Et nous verrons de plus grandes opportunités pour l'avenir et pour un dialogue pacifique. For the future and for peaceful dialogue. There are many examples of this in history. Il existe de nombreux exemples de cela dans l'histoire, peut-être surtout dans les transformations que nous avons observées récemment, dans des relations qui étaient véritablement fondées sur des siècles de haine, comme celles entre l'Angleterre et l'Irlande, ou la France et l'Allemagne, ou dans ce pays, entre les États-Unis et le Mexique. Et pourtant, aujourd'hui, bien sûr, il subsiste des suspicions et la relation n'est peut-être pas idéale. Mais
Nous avons certainement parcouru un long chemin depuis l'époque où l'on supposait que les deux pays devaient être perpétuellement en guerre l'un contre l'autre. C'est là, selon moi, que la tragédie grecque classique peut jouer un rôle très utile. Car, comme je le souligne tout au long du livre, la tragédie grecque était thérapeutique, n'est-ce pas? Parce qu'elle obligeait la société à affronter ses propres défauts. J'ai alors rencontré la difficulté suivante. Il n'existe pas de mécanisme semblable aux Dionysies de la Grèce antique, qui réunissait toute la police dans une purge obligatoire de ses émotions 2 fois par an. Rien aujourd'hui ne remplit cette fonction. Mais lorsque la société est finalement lasse de la guerre, il existe un processus en place depuis plus de 45 ans et mis en œuvre dans plus de 50 pays, généralement connu sous le nom de vérité et réconciliation. À bien des égards, je soutiens qu'il rappelle les Dionysies, car il cherche à favoriser la réconciliation sociale et à guérir des traumatismes sociaux profonds. Ainsi, dans mon dernier chapitre, j'examine 3 exemples parmi d'autres. Plus précisément, les commissions Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, au Guatemala et en Espagne. Et j'affirme que chacune d'elles a quelque chose à enseigner à l'Ukraine. En Afrique du Sud, pour le rôle de l'Église dans la transformation d'une situation qui était chargée d'un potentiel de représailles violentes en une situation de pardon mutuel. Au Guatemala, la capacité d'entamer une discussion nationale sur une histoire très controversée, une guerre civile de 30 ans, avec la participation d'ailleurs d'acteurs extérieurs comme les États-Unis, malgré la réticence du gouvernement à le faire. Et en Espagne, il y a l'exemple intéressant du pacte de l'oubli. Après 30 ans de silence, imposé sur les atrocités commises sous la dictature de Francisco Franco, la société civile espagnole a finalement réussi à donner naissance à des institutions démocratiques. Mais il a été estimé, juste après la mort de Franco, qu'une période de paix et de calme devait être imposée à la société précisément pour permettre aux institutions civiles de se développer et d'assumer un rôle plus important. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Désormais, la solution de l'Ukraine lui appartiendra. Mais il existe de nombreux exemples très utiles à examiner parmi les différentes commissions Vérité et Réconciliation. J'en ai souligné quelques-unes parmi les plus célèbres. Mais il me semble que c'est une voie très prometteuse à suivre, précisément parce qu'il existe tant de désaccords non résolus et conflictuels au sein de la société ukrainienne. Sans les résoudre, je crains simplement que toute résolution pacifique du conflit actuel ne soit qu'un intermède avant qu'un nouveau conflit violent n'éclate en Ukraine. Je prie pour qu'une solution ou une issue soit trouvée, une issue qui mènerait à une paix durable. La dernière chose que nous souhaitons sur cette terre, c'est un cycle de violence qui se répète sans cesse, avec des flambées sporadiques. Nicolas, je dois vous laisser, mais cette discussion a été très intéressante. J'encourage tous les téléspectateurs, procurez-vous un exemplaire du livre de Nicolas. Il est disponible dès maintenant, vous pouvez l'obtenir en ligne, et il est extrêmement instructif. C'est l'un des rares ouvrages qui non seulement met en lumière tous les problèmes actuels, mais propose aussi une voie à suivre, une solution qui a déjà fait ses preuves. Je vous félicite donc pour votre livre, Nicolas, et j'espère pouvoir vous reparler très bientôt. Merci beaucoup, Pascal.